Débat maintenant sur la fuite de cerveau. Donc évidemment, quand on parle de l'attraction et de la rétention, ça suppose un problème. Donc si le gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada décide en fait de retenir les étudiants qui sont en fait au Québec, au Canada, ça pose un débat. Est-ce qu'en fait les gens qui ont bénéficié d'une formation payée d'une certaine façon par leur pays d'origine acceptent aussi ou décident de rester? Mais il y a aussi une autre interrogation. Est-ce que le pays d'origine ou les autorités des pays d'origine ont fait les efforts nécessaires pour favoriser également la rétention même des étudiants internationaux ou les étudiants de manière générale? Donc ça, en fait, c'est un élément aussi important. Mais ça pose un problème parce qu'il y a des étudiants qui font ce qu'on appelle un exode de cerveau et qui quittent un pays qui en a vraiment besoin pour venir en fait dans une société qui en a besoin aussi. Mais ça pose aussi une question en fait existentielle. Mais il y a un équilibre à trouver entre les deux. Et d'ailleurs, il y a certaines personnes qui réfléchissent là-dessus. Donc, Michel Renga, en fait, qui est le recteur de l'université de Rimouski, parlait justement de l'exemple de partenariat qui vise le retour des étudiants dans leur pays d'origine, mais aussi un partenariat qui cible la rétention des étudiants étrangers au Québec. Et il parlait d'un programme spécial pour les étudiants haïtiens. Ça, c'est durant le séisme où, en fait, il y avait certains étudiants qui étaient là, la formation était gratuite, mais ils devaient retourner dans leur pays d'origine après la formation. Donc ça, c'est un partenariat. Mais il peut y avoir aussi un autre partenariat dans un pays qui connaît un taux de chômage endémique. Donc on peut dire aussi que nos pays connaissent des taux de chômage endémiques. L'île de la Réunion, où en fait, il y avait un taux de chômage endémique, et ce gouvernement a décidé, en collaboration avec cette institution, de laisser partir en fait, un certain nombre d'étudiants qui décident aussi par la suite de rester. Parce qu'ils savent aussi qu'ils ne peuvent pas les absorber sur le marché du travail. Donc, à ce moment-là, ce gouvernement ne peut pas parler de fuite de cerveau parce que ce gouvernement a contribué en fait à ces éléments et tout. Mais il y a en fait une de nos sœurs là qui a fait véritablement un livre là-dessus très intéressant, Dakan, qui parlait en fait de l'exil. Et ça concerne véritablement les étudiants étrangers. Et il parlait en fait de cette problématique. Comment aussi c'est complexe également. Des gens qui décident de partir de leur pays pour étudier dans l'espoir de revenir pour les défis, mais qui finalement qui restent aussi. Donc aussi un certain nombre d'interrogations. Mais ce que je dis ici, c'est que les pays d'origine ont la responsabilité sociétale de créer les conditions de rétention de leurs citoyens et non pas d'imposer des mesures ou des politiques entraînant la fuite de capitaux humains. Et pour aller plus loin sur ce sujet, j'avais fait en fait un article sur la question des flux migratoires dans le contexte de la mondialisation de l'immigration où j'abordais de façon beaucoup plus détaillée en fait. Ben, pour terminer, vous avez en fait un certain nombre d'avantages aussi parce qu'on est dans une situation de crise, de précarité et tout. Il y a plus de 1,4 milliard à pourvoir d'ici 2021. Ça ne veut pas dire que vous allez rester attendre jusqu'à 2021 pour pouvoir bénéficier de ces emplois, mais ça veut dire qu'on a quand même des perspectives très intéressantes également. Et pour la première fois en 2014, le nombre de Québécois âgés de 15 à 64 ans va diminuer également. Donc ça veut dire que aussi ceux qui sont ici vont prendre en fait la relève. Mais pour cela en fait, il suffit également d'avoir un certain nombre de choses à régler. Donc il faudra pour les étudiants étrangers combler en fait l'absence d'expérience sur le terrain du marché du travail. Comment? En s'impliquant dans les associations, en faisant aussi du bénévolat. Mais quand les gens disent bénévolat, parce que bénévolat, vous pouvez le faire dans les structures associatives. Quand les gens disent bénévolat, les gens, ça peut leur faire rigoler. Hier, dans une entrevue à la radio de RTM-FM, il y avait une personne qui était du Burkina qui avait appelé pour dire, mais quand vous dites bénévolat, vous parlez de l'exploitation. Je dis, bénévolat, ce n'est pas de l'exploitation. Il faut faire un bénévolat ciblé en fonction aussi d'un intérêt réel. Et le bénévolat constitue aussi une expérience citoyenne et parfois devient un tremplin aussi vers l'emploi. Donc, acquérir des compétences grâce à des stages en entreprise afin de se démarquer, donc concurrence avec les étudiants internationaux ou locaux également. Comme je dis, s'inscrire dans des filières pourvoyeuses d'emploi et éviter des formations généralistes. Faire un choix éclairé sur le désir de rester au Canada ou de repartir dans son pays d'origine afin de mieux orienter sa carrière professionnelle. S'approprier de la culture du réseautage qui est une certaine façon de faire nord-américaine. S'inscrire à des programmes de mentorat ou de tutorat et toujours garder le sourire. Merci de votre attention.
On vous remercie encore infiniment, M. Doudou, pour cette belle présentation. Vraiment beaucoup de questionnements. On a eu à échanger pendant ces derniers jours au téléphone sur pas mal de sujets, sur pas mal de questions, mais aujourd'hui, avec cette présentation, il y a déjà pas mal de réponses et pas mal d'informations fournies pour les étudiants, et je pense que c'est vraiment une action à magnifier et vraiment une ressource, je le dis à toute la communauté. On n'a plus rien à envier à personne, on a tout ce qu'on a besoin dans notre communauté, dans la communauté africaine même de façon générale. Toutes les questions qu'on se pose, tous les besoins dont toutes les ressources sont là. Il faut juste qu'on s'organise plus, qu'on soit plus solidaire. Donc je remercie encore M. Doudou et tous les gens présents ici aujourd'hui pour cette journée d'intégration des étudiants sénégalais. On va continuer à s'investir dans la communauté pour aider, parce que c'est vraiment ça notre mission. Donc on va sans tarder prendre des questions. S'il y a des gens qui ont des questions ou des contributions à donner aussi par rapport à cette présentation, ils sont les bienvenus. Je m'appelle Djibril Diop, pour ceux qui ne me connaissent pas. J'enseigne un peu à l'Université de Montréal. Moi j'ai juste peut-être une question, mais quelques contributions à apporter. Je veux juste appuyer mon ami Doudou sur ce qu'il disait par rapport aux étudiants. C'est la stratégie de toutes les universités canadiennes, pas uniquement québécoises. Ils sont en train de travailler sur des documents pour voir comment capter le maximum, et dans toutes les études qui sont faites en interne, ils pensent que l'avenir de l'université québécoise est basé sur les étudiants étrangers. Donc fondamentalement, ils vont aller chercher plus des étudiants. C'est pourquoi ils sont en train de développer plusieurs formes de coopération et des façons de former aussi, des façons de donner des cours qui ne sont pas uniquement d'être un enseignant, d'être devant les étudiants, mais aussi par Internet. Les enseignants pourront être là, mais tout en donnant dans le monde entier des cours. Donc fondamentalement, je ne sais pas qu'est-ce que vont faire nos pays. Est-ce qu'on va toujours continuer à dormir par rapport à ces stratégies qui sont développées par ces pays pour capter la matière grise de chez nous? Mais pour les universités canadiennes, ils travaillent sur cette idée-là. L'autre élément que je voulais ajouter, c'est faire attention très souvent, parce qu'on connaît moi personnellement, de par les cours que je donne, je suis en contact très souvent aussi avec les étudiants africains. Ils rencontrent énormément de difficultés à la fin de leurs études ou au courant de leurs études, parce qu'ils ont privilégié trop le travail par rapport à l'enseignement. On a un quantum horaire qui est très déterminé. On dit qu'un étudiant étranger doit être à temps plein. Donc 4 crédits. Fondamentalement, tu dois pouvoir prendre ça. Si tu es moins de 4 crédits, tu ne peux pas être considéré comme étudiant. Donc dans son cursus au niveau de l'université, tu vas avoir des difficultés. Aussi, au niveau de l'administration avec le gouvernement québécois, tu peux avoir des difficultés. Donc, quand tu veux combiner le travail fondamentalement, parce que simplement, tu n'as pas assez de ressources et tu dois trouver, et ça peut te créer des problèmes. L'autre question que je voulais savoir, est-ce que vous avez une idée du nombre d'étudiants? Parce que moi, le chiffre que j'ai, c'est 700 étudiants sénégalais. Je ne parle pas du nombre d'étudiants total. Je parle des étudiants sénégalais au Canada. J'ai un chiffre de 700 qui est donné par l'ancien ambassadeur du Canada au Sénégal, mais fondamentalement, je n'ai pas de chiffre pour les étudiants sénégalais qui sont au Canada. 2 éléments importants. Premier élément, la stratégie de recrutement des universités et des institutions d'enseignement de manière générale. Je valide cet aspect, même, je ne vous parle même pas de l'extérieur, mais aussi à l'interne. Puisque même les immigrants qui sont membres de l'ordre ou qui veulent être membres de l'ordre, qui sont confrontés à des difficultés de reconnaissance des diplômes et des acquis, le directeur général du Conseil interprofessionnel du Québec a dit qu'il va falloir ouvrir, en fait, faire preuve de souplesse pour accueillir ces étudiants-là. Parce qu'ils vont compter sur ces gens qui vont avoir des difficultés pour aller s'inscrire également dans les institutions d'enseignement. Donc ça, en fait, c'est une stratégie de recrutement aussi. L'autre aspect, par rapport, en fait, au niveau des chiffres, j'étais confronté aussi à cette difficulté également, parce que je suis allé même regarder, en fait, au niveau de Statistique Canada, en fait, au niveau également de la formation. Mais moi, les chiffres que j'ai, c'était ce que vous avez écrit, en fait, dans le mois du Canada. Les 808 membres là, selon, en fait, ça information. Mais quand je suis remonté en 2006, je crois que j'ai vu 333. 333, c'est ça. Est-ce que c'est le chiffre que tu as? Oui, justement. Donc, présentement, les chiffres, en tout cas, officiels, ainsi de suite, il y a toujours, en fait, des difficultés et tout. Et puis, en même temps aussi, c'est comme dans les structures. Quand on dit qu'il y a des étudiants, quand ils viennent, ils ne s'inscrivent pas aussi forcément au niveau des associations.
Ce qui fait que pour avoir en fait le nombre exact, ça peut être aussi très délicat aussi. Ça peut être aussi très difficile également. Maintenant, ils voulaient interagir sur le débat fuite de cerveau. Tu peux le citer. Donc, s'ils veulent que les gens restent sur place, il faut qu'on facilite donc, ces études, c'est-à-dire il faut qu'ils diminuent les droits de scolarité. Donc, tantôt, Youssou Baldé a posé la question à la dame, mais elle n'a pas répondu de façon très explicite. Moi, j'ai entendu, je ne sais pas, c'est vrai ou c'est pas vrai, qu'à Ontario, eux, ils ont déjà diminué les frais de scolarité des étudiants étrangers, mais le Québec toujours piétine. Pourquoi? Alors qu'ils n'ont plus besoin de ces étudiants, ils en ont plus besoin de ces étudiants étrangers-là. Quels sont, vous qui êtes un peu proches du gouvernement, ou je ne sais pas, au gouvernement ou ces associations, est-ce qu'il y a une pression qui est mise sur ces étudiants pour qu'ils puissent accélérer la cadence pour diminuer les frais de scolarité des étudiants? Parce que ça va faciliter l'arrivée en masse de ces étudiants. Je reviens juste à ce que Djibi disait tantôt. Dans le recrutement en fait, du gouvernement québécois, il est clairement indiqué que l'obligation pour le titulaire d'un permis d'études de poursuivre activement, j'insiste beaucoup sur ce terme, activement ses études après son arrivée au pays. Donc eux-mêmes, ils insistent là-dessus. Mais en même temps, ce que Oussé nous disait, c'est vrai. C'est-à-dire que l'étudiant étranger qui est là, les études étant donné que les études sont extrêmement élevées, parfois, la personne ne peut pas avoir peut-être tous les moyens et obligée en fait d'avoir des à côté entre guillemets. Mais si par exemple, je suis d'accord avec toi sur le fait que parfois le gouvernement veut une chose et son contraire. Mais le gouvernement, d'une certaine façon, n'a pas aussi le choix d'une certaine façon. Pourquoi? Je m'explique. C'est que quand il y a eu un accord entre le Québec et la France qui date de 15 ans, concernant en fait la modulation, en tout cas les frais des étudiants français correspondent en fait aux frais des étudiants québécois. Quand on a voulu parler en fait au niveau de la commission parlementaire, vous avez suivi en fait le printemps érable ici, à Martine Desjardins, qui était de la fédération, c'était de la FEC ou de la FEC, oui. Martine Desjardins était allée plaider le dossier des étudiants étrangers à l'Assemblée nationale. Mais il y avait en fait beaucoup de discussions là-dessus. Parce que les universités, d'une certaine façon aussi, parfois, ne voulaient pas, parce qu'il y avait en fait certains avantages liés véritablement à l'augmentation. S'il y avait une diminution, l'université avait aussi un manque à gagner. Et le Parti québécois, qui était représenté dans ce cadre-là par, j'ai oublié son nom, mais ça va me revenir, avait proposé quelque chose que je trouvais extrêmement intéressant et que j'avais souligné dans l'article une nouvelle configuration de l'immigration à travers le programme de l'expérience québécoise sous les deux gouvernements, donc libéral et provincial. Lui, il disait qu'il va falloir faire en fait un partenariat avec les étudiants africains, francophones, pour faire de telle sorte que si, par exemple, ils décident de rester, qu'il y ait des crédits d'impôt par la suite, qui vont faire de telle sorte que ça va venir véritablement combler le surplus qu'il avait. Donc ça, c'est une idée qui était en l'air. Mais il y a la majorité de la population qui dit, mais pourquoi on va accepter qu'il y ait une réduction des frais des étudiants étrangers? Parce qu'ils trouvent toujours que le Québec, comparé véritablement aux autres provinces, est beaucoup plus attrayant au niveau de ce coût d'études. Donc c'est un problème au niveau de la société qui est beaucoup plus complexe, qui est beaucoup plus, en tout cas, c'est pas évident en fait pour pouvoir régler par exemple cette question et tout là. La semaine passée même, on a reçu du directeur de l'Université de Montréal que le gouvernement veut qu'il diminue les charges. Donc nécessairement, ils demandent de faire des efforts pour diminuer le budget. Et ils vont répercuter sur tous les circuits pour diminuer tous les services même qui sont donnés aux étudiants. Donc, fondamentalement, on n'est pas dans la perspective. C'est vrai que le gouvernement libéral avait donné la promesse de dire que voilà, eux, quand ils prendront le pouvoir, ils vont essayer de proposer pour que les étudiants francophones aient le même paye la même chose comme les étudiants québécois. Ils n'ont pas encore régularisé ça, mais je me mets dans la perspective simplement le message, la lettre que j'ai reçue du directeur la semaine passée. Donc, ce qui veut dire qu'on ne se met pas dans cette position de diminuer le coût. Ça, il faut oublier ça. Je pense bien, je ne suis pas Dieu, mais ma compréhension fait que ma lecture, c'est ça. On ne va pas diminuer dans l'immédiat, en tout cas. Voilà. J'avoue que c'est une belle initiative. Et je pense que moi, je serai vraiment du côté politique là. Hein. Je vais faire ça aujourd'hui parce que la problématique qui est posée ici, là, n'est-ce pas, vraiment c'est politique. La question qui a été posée,
c'est par rapport au coût des études. Qu'est-ce qui s'est passé? Effectivement, il y a eu la promesse de Couillard qui n'a pas été respectée jusqu'à présent. Et d'ailleurs, je vous invite, vous les étudiants là, je vous invite vraiment à vous coller à la réalité ici, de suivre ce qui se passe, n'est-ce pas? Parce que quand Couillard avait fait sa promesse, mais les Français ont fait un lobbying. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que la promesse de Couillard voulait arrimer les coûts des études des Québécois, des étudiants francophones et les coûts des études des étudiants des autres provinces qui sont ici au Québec. Mais si cette décision a été appliquée, qu'est-ce qui allait se passer? Les Français qui payent le même tarif que les Québécois allaient payer plus cher. Ben, ils ont fait un lobbying. On en a parlé dans le cadre d'une réunion, n'est-ce pas? Et on vous a demandé de convoquer toutes les associations africaines, parce que c'est ça qu'il s'agit. Il faut parler avec vos homologues africains, les autres étudiants africains, créer un réseau, faire du lobbying. C'est comme ça que ça marche ici. Vous savez que nous, au niveau du regroupement, au mois d'avril, on va organiser le mois du Sénégal. Et ça va être, on est en train de réfléchir, mais certainement on va un peu copier sur vous là, pour parler beaucoup plus d'intégration et d'insertion. Parce que c'est important, n'est-ce pas? C'est important. Hein? Il y a beaucoup de gens qui ont de l'expérience ici. Vous pouvez vous référer sur eux, mais le travail c'est vous les étudiants, n'est-ce pas? Nous, on a fait nos études peut-être en Europe avant de venir ici. Mais c'est vrai, on avait juste 20 heures pour travailler. Au-delà, là, tu ne peux pas. Il faut favoriser les études. Il faut favoriser les études. Vous avez la chance ici d'avoir des gens comme moi, comme Djibril, comme Sabo, qui vivent en famille ici. Si vous avez des problèmes, mais appelez-nous. Nous, on n'avait pas cette chance quand on étudiait en Europe. Là. Ça, je vous dis sincèrement. On est là, on est ouvert. On est là, on est ouvert. Ok? Donc c'est vraiment c'est ça que je voulais vous dire là, les étudiants. C'est pas facile les études, c'est pas du tout facile, c'est très très compliqué, n'est-ce pas? Mais il faut que vous fassiez du lobbying, n'est-ce pas? Allez voir les autres associations. Si vous voyez un étudiant sénégalais, demandez-lui de s'inscrire à l'association des étudiants de Montréal. Ça c'est votre rôle et chacun de vous doit le faire, n'est-ce pas? Si aujourd'hui dans la salle, les gens qui sont dans la salle, recrutez chacun 10 étudiants. Vous allez voir ce que ça va faire dans une année. Merci beaucoup. Je voulais revenir en fait avec Djibi parce que Élise, dans son reportage tout à l'heure là sur la coopération internationale, avait montré des images, en tout cas montré aussi en fait poser une problématique qui nous interpellait d'une certaine façon en disant qu'il y a des défis qui nous attendent également. Et tu regardes le reportage d'une certaine façon aussi, tu as mal en fait dans ta peau d'une certaine façon, mais en même temps aussi, il y a la responsabilité aussi de l'État, parce que c'est une responsabilité partagée. Justement, Djibi, tu voulais interagir par rapport à ça. Je voudrais savoir, qu'est-ce que tu voulais dire par rapport à ça? Il y a un autre élément qui est fondamental. La Banque mondiale a fait une étude sur le Sénégal en 2012. Ce n'est pas le problème peut-être les gens qui sont formés au Canada auront cette chance-là de trouver de l'emploi. Mais le problème au Sénégal, c'est de trouver la qualification pour un emploi qui correspond à ça. C'est-à-dire, il y a énormément d'entreprises. Je pense qu'Amara peut en témoigner. Il a reçu il n'y a pas longtemps une entreprise française qui voulait s'installer au Sénégal, qui a envoyé pour trouver des Sénégalais qui veulent aller travailler. Il y a ce problème. Toi-même, tu l'as dit, il y a 70% des gens qui sont littéraires. On n'a pas la qualification. Ce n'est pas une question simplement de formation. Donc quand tu es dans ces conditions, il faut regarder en face la réalité. Quand tu as ces conditions et que les gens aussi, même s'il y a le patriotisme d'une certaine manière, ils doivent vivre d'une certaine manière. Si je pense que dans la salle, que ce soit des immigrants ou les étudiants, 90% des gens qui sont là, je suis certain si on leur offrait une opportunité, ils allaient retourner au Sénégal. Donc c'est un faux débat de parler de ça. Est-ce qu'il ne faut pas créer les conditions d'abord au niveau local? Je ne dis pas que c'est simplement l'État, mais c'est l'État qui doit faciliter d'une certaine manière ça. Une fois que les conditions, je suis certain qu'on n'aura pas tout le monde. Même en France, on a énormément de Français ici. La France, c'est la première communauté immigrante au Canada, au Québec. Il y a plus de Français que n'importe quelle communauté. Et pourtant, c'est un pays développé. On ne doit pas arrêter l'immigration. Les gens vont toujours partir. Mais je suis certain que si on crée les conditions sur le terrain, il y aura une bonne partie des gens qui vont retourner. Tout le monde ne va pas rester. Donc c'est un faux débat à mon avis, personnellement. Il y a des statistiques qui le disent. Actuellement, il y a près de 20 000
chaque année, il y a 20 000 doctorants africains qui ne rentrent pas après les études, soit ils sont aux États-Unis, en France, en tout cas dans les pays de l'OCDE, qui ne rentrent pas dans leur pays. Au Sénégal, moi j'ai suivi le texte que j'ai présenté lors du colloque de la diaspora à Washington l'année passée. J'avais quelques chiffres là, je ne sais pas si tu as vu ce document. Voilà. Ça a donné un peu. Le gros problème, c'est qu'on n'a pas au niveau local, on n'a pas cette volonté de retenir les gens ou de faire appel aux gens. Quand les gens terminent leurs études, même s'ils ont n'importe quelle qualification, il faut être dans un parti politique ou avoir un réseau pour pouvoir prétendre à quelque chose. Donc c'est une difficulté. Dans ces sociétés également, c'est que oui, tu vas avoir un réseau, mais la compétence est le premier critère de recrutement. Si au Sénégal, on disait qu'on va recruter, on fait en fait des concours, ou bien on énumère très bien dans une offre d'emploi les exigences des postes, ce n'est pas parce que tu es dans un parti X ou dans un parti Y, mais que tu as des compétences, qu'on te donne ta chance, évidemment peut-être qu'on serait moins tenté en fait de sortir. Parce que l'intelligentsia au Sénégal, elle est solide. Et d'ailleurs, c'est pourquoi aussi au Sénégal, en fait, il y a des personnes qui partent dans la sous-région pour enseigner, pour travailler. Ce qui pousse les gens et les frustre également pour sortir du pays, ce sont les conditions dans lesquelles on veut les mettre. Et ça, en fait, personne ne veut les accepter. Parce que ce que j'ai appris par la suite, pour moi, c'était encourageant parce que j'avais entendu qu'à un certain moment, on créait quand même dans des entreprises, genre un département ou quelque chose qui permet à des personnes qui sont à l'extérieur de venir travailler et d'avoir une promotion. Maintenant aussi, les conditions sociétales peuvent créer aussi certaines difficultés parce que les personnes qui sont au pays et qui travaillent aussi, est-ce qu'ils vont accepter aussi que quelqu'un qui a fait ses études à l'extérieur vienne justement et puis occupe un poste de responsabilité aussi? Ça aussi, c'est un autre aspect. Parce que quand on arrive, on amène une façon de faire nord-américaine. Parce que le pragmatisme, effectivement, il faut une façon nord-américaine. Maintenant, conjuguée aux réalités de la société, du pays, qui fait de telle sorte qu'on va sortir de cette situation. Sinon, on ne va jamais s'en sortir. Mais au-delà de ces aspects, peut-être il faudra réfléchir sur une façon de collaborer avec nos pays d'origine. Qu'on soit ici, en tant que consultant, ou une personne qui va donner bénévolement de son temps, peut-être quand on va en vacances, peut-être une journée, 2 journées, une semaine également, ou aller par exemple dans les écoles, instituts, de parler de notre expérience, parce que c'est là en fait une forme peut-être de mentorat et tout, pour encourager et puis peut-être ouvrir aussi d'autres perspectives. Peut-être que ça, la diaspora, je pense, devrait réfléchir là-dessus, indépendamment du parti ou en tout cas du gouvernement, mais se dire que on le fait aussi pour le bien-être également de nos... Parce qu'on se sent redevable aussi d'une société qui nous a formés, même si la société, par la suite, n'a pas mis les meilleures conditions pour pouvoir nous retenir. Sinon, on ne serait pas là.